Retour au Midi Actualité, il est 12h36 sur les ondes de Radio Ville-Marie et c'est la voix de Jean-Philippe Trottier qui vous parle. Alors on avait commencé avec des propos scientifiques extrêmement songés, extrêmement profonds et très intéressants sur l'univers, l'architecte de l'univers, les paramécies et également sur des considérations morales sur la frugalité et des piqûres et tout ça. On va maintenant passer au domaine beaucoup plus sale, beaucoup plus ambigu de la politique, figurez-vous, avec les élections législatives écossaises. Je vous rappelle que le 5 mai dernier pourrait bien devenir l'une des dates les plus importantes de l'histoire récente du pays, le pays étant le Royaume-Uni. Et ça, je vous cite le journal britannique The Telegraph, de tendance, je pense, droite, qui avait écrit un éditorial au lendemain de la large victoire du Scottish National Party, le Parti national écossais, aux élections régionales. Donc, ce parti, en Écosse, il y a un parlement qui a 129 sièges et il y a 69, je pense, députés qui sont donc indépendantistes de ce parti-là. Le patron s'appelle Alex Salmond, S-A-L-M-O-N-D, et il parle d'organiser un référendum sur la séparation de cette région autonome. Ce Premier ministre a déclaré donc l'indépendance est inéluctable. J'en parle avec Mathieu Bock-Côté dans le cadre de la quête des petites nations à l'heure de la citoyenneté mondialisée pour voir si le Québec peut se comparer à cette situation-là ou non. Mathieu, bonjour. Bonjour. Et on n'a pas beaucoup entendu de cette nouvelle-là dans les médias québécois, non? Ben, pendant longtemps, et s'il y a quelque chose d'assez intéressant, pendant longtemps, là, les petites nations en Occident, les Catalans, les Écossais, regardaient le Québec à la manière d'un modèle. C'est-à-dire, on regardait la société, le Parti québécois, le mouvement nationaliste québécois, comme une espèce d'exemple à suivre pour un peuple cherchant à accéder à l'indépendance. Oui. Il y avait une forme de modèle québécois d'accession à l'indépendance. Qui avait été développé apparemment par les Québécois. Au fil du temps, ce qu'on a pu comprendre, c'est que ce modèle ne fonctionnait pas vraiment. Et, et le modèle québécois vers l'indépendance pouvait surtout conduire, paradoxalement, vers une forme de paralysie collective où l'indépendance, plutôt que de s'accomplir, devient un mythe incapacitant. Il y a une histoire assez particulière du rapport entre le Scottish National Party et le mouvement souverainiste québécois. Le SNP, les nationalistes écossais, se sont longtemps inspirés du nationalisme québécois jusqu'à la stratégie. Vraiment? Ben, c'est-à-dire, il y avait des aspirations très nettes, et lorsqu'on regarde les documents, lorsqu'on fait une histoire comparée de ces deux mouvements nationaux, ce qu'on voit, par exemple, c'est que la stratégie référendaire suivie par le Parti québécois a été vue comme une stratégie privilégiée pour être capable, justement, de conjuguer la prise du pouvoir et l'indépendance politique, par exemple. Or, ce qu'on voit, c'est qu'au Québec, cette stratégie a conduit une certaine impasse, c'est-à-dire la prise du pouvoir n'annonce pas par les indépendantistes, n'annonce pas nécessairement la conquête de l'indépendance. Il semble que les Écossais soient à la veille de faire une expérience bien québécoise, c'est-à-dire de placer les indépendantistes au pouvoir sans que ceux-ci ne soient capables de faire l'indépendance de leur pays, parce que lorsqu'on fait des sondages, lorsqu'on multiplie les enquêtes, l'appui à la souveraineté, à l'indépendance de l'Écosse est autour de 25%. Et lorsqu'on regarde le projet nationaliste écossais, eh bien on se rend compte que c'est davantage une forme de souveraineté-association dans le cadre de la Grande-Bretagne et plus largement dans le cadre de l'Europe qu'un désir classique d'indépendance. Donc d'une certaine manière, la recette péquiste a été suivie jusqu'au dernier détail par les nationalistes écossais, et on sait que la recette péquiste n'aboutit pas normalement au succès de l'indépendance, mais plutôt à son échec. Mais il y a aussi une question de circonstance, parce que l'Écosse, je vous rappelle qu'en 2008, il y a eu une grosse crise financière. Il y a deux grosses banques écossaises qui sont tombées ou qui ont été vraiment maganées. La Royal Bank of Scotland, la Banque royale d'Écosse, qui est une banque écossaise, et la Halifax Bank of Scotland, qui elle aussi a eu les dents cassées là-dedans. Il y a le problème économique de la manne pétrolière de la mer du Nord. Je veux dire, les revenus baissent parce que les réserves baissent également. Alors, oui, mais il y a la question des ressources qui se pose nécessairement, évidemment. C'est-à-dire, l'Écosse est dans un contexte économique changeant là-dessus, et les nationalistes ont évidemment reçu une part de vote protestataire. Oui. Et il faut jamais oublier en politique, mais en politique là-dessus, si on se mettait à sonder les raisons profondes de chaque électeur qui décide de nous accorder leur suffrage, le gouvernement serait condamné à la paralysie. Et sachant qu'il l'est déjà, imaginons à quel point ce serait une paralysie radicalisée. Ou à la psychanalyse. Oui, mais ça, il faut s'en dérober en politique. Mais alors, c'est bien dit. Lorsqu'on regarde ça, cela dit, il y a quelque chose d'intéressant dans ce qui se passe en Écosse en ce moment, tout comme il y a quelque chose qui
d'intéressant qui se passe plus généralement à travers ce qu'on pourrait appeler la question des petites nations dans le monde. La décennie 1990 à 2000, et on pourrait même dire 2000 à le milieu des années 2000, en tout le moins jusqu'à 2005, à la date du référendum sur l'Union européenne, le traité constitutionnel européen. Pendant une quinzaine d'années, sinon davantage, nous avons vécu à partir de, je dirais, sous la chorale de la mondialisation. C'était le thème dominant de l'époque était les souverainetés nationales sont appelées à disparaître, les peuples sont appelés à concéder une part croissante de leur souveraineté. Nous devons consentir à évoluer dans le grand marché mondial ou dans la gouvernance mondialisée où le citoyen du monde prendra le relais du citoyen de son pays, où de grands ensembles transnationaux comme l'Union européenne succéderont encore aux souverainetés nationales. Donc pendant une quinzaine d'années, la question des nations, autrement dit de leur capacité à avoir une existence politique, a été véritablement mise de côté. On considérait que c'était quelque chose de périmé, et lorsqu'on se tournait vers les petits peuples en quête d'indépendance, la réflexion était normalement la suivante: pourquoi s'entêtent-ils à chercher un statut hérité du 19e siècle alors qu'ils sont en avance dans le 21e siècle sur le renoncement de la souveraineté? On disait ça, c'était par exemple un auteur comme Michael Keating qui disait les Catalans, les Québécois et les Écossais sont en avance sur les autres peuples en Occident parce qu'eux n'ont déjà plus leur souveraineté. Ils ont déjà fait l'exercice de la souveraineté partagée. C'était le privilège incalculable du paralysé, si je peux dire, parce qu'il a déjà accepté sa part de mort. Eh bien, nous avions cette réflexion sur les petites nations pendant longtemps. Or, ce qu'on découvre, je crois, depuis quelques années, on parle quelquefois de démondialisation en Europe. Je sais, oui. Mais ce qu'on découvre depuis quelques années, c'est que ce grand mouvement de mondialisation, ce grand mouvement de transnationalisme, cette entreprise de liquidation programmée des souverainetés nationales ne conduisait pas nécessairement à un monde meilleur. Pourquoi? Parce que derrière la figure fantasmée du citoyen du monde qui métisse ses appartenances, qui hybride les cultures et qui n'appartient à aucun peuple pour appartenir à l'humanité en entier. Et qui n'est qu'un agent économique. Mais qui n'est qu'un agent économique ou un agent humanitaire ou un agent moral, mais jamais un agent politique. Alors, parce que c'est la conjugaison de l'humanitaire et du moral et de l'économique. Mais le politique, c'est-à-dire une communauté politique où se prennent des décisions collective à partir du principe démocratique, c'était quelque chose qu'on voulait mettre de côté depuis une quinzaine d'années. Alors, ce qu'on découvre en ce moment, je crois, et ça, le point important là-dedans, c'est l'échec du traité constitutionnel européen en 2005, c'est que les peuples, lorsqu'on leur en donne l'occasion, ne se précipitent plus à tout le moins vers ce grand fantasme d'une politique mondialisée, d'une société mondialisée, et on cherche à réhabiliter aujourd'hui, sous la figure de la souveraineté, sous la figure de l'identité nationale, ce qu'on pourrait appeler la fonction protectrice du politique. En fait, ce que les peuples, pour reprendre votre histoire du rejet du traité constitutionnel européen en 2005, ça c'est par les Français. Et ensuite par les Néerlandais. Les Néerlandais aussi. Et les Irlandais, je pense, une fois. Les Irlandais, c'est sur autre chose. C'est ensuite. Oui, c'est sur une autre question. Qu'est-ce que je veux dire? Oui, en fait, tous ces gens-là reprochent le reproche va à Bruxelles, au Parlement européen. Ce sont des gens de Bruxelles qui décident de l'avenir de toute l'Europe, alors que les peuples européens se disent non, on veut être maître de notre destin. Ça, il y a quelque chose. D'ailleurs, c'est le paradoxe là-dessus, je dirais, du mouvement écossais. Il fait partie de ces mouvements souverainistes qui cherchent à se définir dans le cadre d'un ensemble plus grand, comme les souverainistes québécois ont toujours voulu faire l'indépendance avec le passeport canadien, l'armée canadienne, la poste canadienne et ainsi de suite. Et la dette canadienne. Eh bien, les indépendantistes écossais ont souvent pensé leur projet de souveraineté était pensé dans les termes d'une souveraineté partagée. Mais plus largement, ce que vous évoquez est très juste. Ces entités transnationales, ces espèces de communautés politiques postmodernes qu'on nous propose sont des communautés qui ne sont pas démocratiques. Pourquoi? Parce qu'elles ne sont pas redevables envers un peuple. Y a-t-il un peuple européen? Il n'y a pas de peuple européen au singulier. Il y a des peuples européens. Alors, qu'est-ce qui se passe lorsqu'on veut gouverner une série de peuples qui n'ont ni les mêmes intérêts, ni les mêmes cultures? Eh bien, on doit confier un pouvoir croissant aux juristes, on doit confier un pouvoir croissant aux bureaucraties transnationales, aux bureaucraties post-nationales, et ça, c'est véritablement le laboratoire politique européen qui implose.